Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui on l'a dit, on part en Sicile, on fait le tour de la Sicile. Tout à fait, écoutez, on a besoin de soleil, de fraîcheur, de partir au cœur de la Méditerranée ou des Méditerranées si on veut. Et c'est vrai que cette île de Trinakri, comme les anciens l'appelaient, c'est qu'il y a cette forme triangulaire en plein cœur de la Méditerranée qui est ce verrou entre les deux bassins oriental et occidental de la Méditerranée, permet un dépaysement total. C'est une île grande comme la Belgique et c'est une île d'une richesse absolument inouïe. Et donc c'est du 16 au 24 mai, un très beau voyage, Alors il y a 3 âges d'or de la Sicile, vous vouliez nous en parler ce matin. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait, cher Corentin, faire un jour par jour, vous indiquer que nous arrivons à Palerme, que nous repartirons de Palerme. Le mois de mai est merveilleux, bien sûr. On fait tout un tour vraiment très complet dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Et il ne fait pas trop chaud au mois de mai, ça c'est important de le dire. C'est vrai, parce que vous avez raison de le souligner, la Sicile, la majeure partie d'ailleurs de l'île, à part le quart nord, enfin le tiers même nord-est, fait partie de la plaque déjà africaine, figurez-vous. Et donc il fait très chaud en été. Moi je déconseille la Sicile au mois de juillet, au mois d'août, c'est absolument c'est intenable, il faut le dire. Vous avez ce vent qui vient du Sahara, qui se charge d'humidité sur la Méditerranée et c'est étouffant. La Sicile en été est étouffante. Donc il faut mieux y aller effectivement au printemps et faire ce grand tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous parliez des âges d'or de la Sicile. La Sicile, il y a 3 âges d'or. Il y a l'âge d'or grec, antique. C'est vrai que la Sicile a bénéficié de cette colonisation, si on veut. C'est un terme qui n'est pas tout à fait approprié, mais de ces apoikai, de ces gens qui ont quitté la Grèce continentale pour s'installer et fonder des comptoirs, des colonies, comme on dit aujourd'hui, et notamment, en Sicile, orientale, essentiellement, mais tout en contrôlant d'ailleurs le fameux détroit de Messine qui est à peine large de 4 km qui sépare l'Italie de 4 km tout juste. Et c'est vrai que ces Grecs, à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, se sont installés là, ont contrôlé les routes commerciales et ont créé ce qu'on appelle la Grande Grèce, qui incluait à la fois la Sicile, mais aussi le sud de l'Italie. C'est toute cette civilisation grecque qui va s'étendre en Méditerranée, contrôler des routes commerciales. C'est vrai que le monde grec antique manquait de ressources, de blé notamment, à partir du début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Vous avez un grand réveil du monde grec avec une démographie qui est forte. Il n'y a pas assez de terre, il n'y a pas assez de ressources, on manque de blé notamment, de céréales. On manque également de matières premières comme pour faire du bronze, donc de l'étain et du cuivre. L'étain, il y a des grandes mines d'étain, figurez-vous, au sud de l'Angleterre. Donc on fait venir l'étain qui transite par la Seine, la Saône, le Rhône, et puis qui débouche en Méditerranée par une fameuse colonie grecque aussi qui s'appelle Marseille, tout simplement. Donc on va découvrir tout ça et vous avez les plus beaux temples grecs qui sont conservés en Sicile. Alors ceux qui sont parmi les auditeurs d'origine grecque, faites peut-être un effort. Généralement, quand je dis ça en Grèce, ça choque les Grecs, notamment les guides grecs qui ne supportent pas de savoir et de dire que peut-être les plus beaux temples grecs sont finalement conservés en Sicile. Et vous êtes du camp italien, alors sicilien. C'est pas une histoire, c'est une histoire de fait finalement, parce que c'est vrai que malheureusement en Grèce actuelle, les tremblements de terre ont fait que la plupart des temples sont par terre. En revanche, en Sicile, vous avez des sites archéologiques qui sont majeurs, qui sont parfaitement intacts ou presque. On a d'ailleurs aussi travaillé à des anastylos, c'est-à-dire qu'on a remonté les colonnes. Style, c'est la colonne en grec. Et donc vous avez des sites comme Sélinonte, comme Ségeste, avec des temples qui sont là depuis toute éternité, finalement, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous avez même un site archéologique qui s'appelle Agrigente, avec une vallée des temples, où vous avez en enfilade 5 ou 6 temples. C'est merveilleux, parce que finalement, ces Grecs de l'Antiquité installés en Sicile, on les appelait d'ailleurs dans l'Antiquité les Gras. C'était eux qui étaient riches, parce que la terre en Sicile est riche, et ils se sont enrichis par justement
la terre, le travail de la terre, mais aussi par le commerce finalement qu'ils ont su faire, puisque la Sicile était ce verrou en Méditerranée. On ne pouvait, qui contrôlait la Sicile finalement contrôlait la Méditerranée. Donc c'est passionnant. On aborde bien sûr tout cet héritage grec, Syracuse évidemment qui fait rêver, tous ces conflits aussi entre le monde grec et le monde phénico-punique. On parlait récemment, je crois, du Liban, et oui. Donc la semaine dernière. Et donc, oui, c'est vrai que ces Phéniciens avaient émigré aussi au premier millénaire avant Jésus-Christ, et bien du côté de l'Afrique du Nord, avaient fondé la nouvelle ville Carthage, et Carthage en Tunisie actuelle, et bien qui elle aussi voudra s'installer en Sicile et sera en conflit avec ce monde grec. Donc un monde grec très riche avec des restes absolument prodigieux. Vous avez des sites archéologiques en pleine campagne, je pense à Ségeste. C'est magnifique, vous avez ce temple qui est posé là, qui n'a pas bougé, qui n'a jamais été d'ailleurs achevé à cause de guerres intestines entre ces villes grecques de Sicile. D'ailleurs, vous savez, dans ces conflits entre villes grecques, c'est ce qui amènera cette instabilité et finalement la chute véritablement du monde grec. Ce monde grec qui a été la source de la philosophie, des sciences, de la politique, mais qui n'a jamais su faire l'unité. Et ce manque d'unité, eh bien, concourra à sa perte, c'est certain. Et d'autant plus que finalement, le début de la fin a eu lieu en Sicile. Vous avez une ville comme Athènes qui va prendre fait et cause dans des conflits intestins entre villes siciliennes. Et bien, c'est ce qui concourra à la perte finalement d'Athènes, qui va se fourvoyer à Syracuse. Peut-être vous connaissez cet épisode. Et toute la flotte grecque sera absolument défaite à Syracuse par le tyran, le fameux tyran Denis de Syracuse, Denis l'Ancien. C'est passionnant. On peut passer peut-être au deuxième âge d'or. Le deuxième âge d'or. Mais alors, pour vous êtes vraiment, c'est vraiment votre sujet, l'Italie, oui, la Méditerranée, l'Italie. La Grèce, c'est vraiment une de vos spécialités. C'est vrai. Enfin, je ne sais pas si je suis spécialiste, mais en tout cas, je suis peut-être passionnée. Oui. Et ce monde méditerranéen qui est à l'origine même de notre culture, de notre civilisation, c'est absolument passionnant. Qui nous a formés. Qui nous a formés. C'était le creuset véritablement de notre civilisation occidentale, qui rejette tout cela. Malheureusement, on peut regretter très fortement le fait de ne plus étudier les langues anciennes, ni le latin ni le grec, de ne plus étudier tous ces textes qui sont majeurs, ne plus étudier l'histoire non plus de toutes ces civilisations. Et c'est un grand malheur, c'est certainement. Alors, il y en a encore qui continuent, certains, mais ce n'est plus de manière générale, et ça tombe un petit peu dans les oubliettes. Alors attention, parce que c'est à l'origine même de notre culture, de notre civilisation. Et je crois que si on veut transmettre cela, tous ces trésors de sagesse d'ailleurs, il faut connaître. Et pour aimer, vous savez, il faut connaître. Et ainsi, on peut transmettre. Sinon, il ne se passe plus rien finalement. Oui, et on s'en arrête à Netflix et ça ne va pas. Donc, surtout, oui, encore une fois, il y a vraiment des trésors inouïs. Et c'est à l'origine même de notre culture. Donc ça, c'était le premier âge d'or. Et après, il y a eu le deuxième âge d'or. Alors, il y a eu un deuxième âge d'or qui est tout aussi passionnant, et on peut faire des liens toujours avec ce monde des Méditerranées. Eh bien, c'est le fameux âge d'or normand. Ce sont ces Normands qui, eh bien, au XIe siècle, vont s'installer et créer un royaume original en plein cœur de la Méditerranée. Alors, que faisaient les Normands en Méditerranée ? Vous allez me dire certainement cela. Eh bien, c'est pareil, c'est un petit peu le même principe que ce monde grec qui était trop à l'étroit en Grèce continentale au 8e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, au 11e siècle, vous avez là encore un renouveau, une renaissance qu'on observe, en France en tout cas, et vous avez de grandes familles où finalement les terres ne sont pas assez suffisantes pour tous les garçons. Et notamment une famille de Hauteville, dans le Cotentin, Hauteville-la-Guicharde, eh bien, où il y avait 12 enfants et quelques filles d'ailleurs, et donc il y a certains de ces garçons qui vont décider de tenter l'aventure dans la péninsule italique, qui est quand même assez compliquée. Vous avez à la fois des Lombards, vous avez la papauté qui est au milieu de tout ça, en plus des Byzantins qui ont encore certaines attaches, et eh bien ces Normands
vont aller guerroyer, être mercenaires dans un premier temps et se tailler un royaume dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, autour des Pouilles et de la Campanie notamment, autour de Naples, et finalement reconquérir la Sicile qui était arabe depuis un siècle et demi. Et donc ils vont s'installer en Sicile et comme à l'époque grecque, non plus recréer la Grande Grèce, mais créer le royaume des deux Siciles, le royaume de Sicile qui avait pour capitale Palerme, et qui contrôlait à la fois la Sicile, mais aussi le sud de l'Italie. Les restes sont impressionnants. Vous avez notamment autour de Palerme, et à Palerme même, le palais normand avec une chapelle, la chapelle palatine, qui est extraordinaire avec tous ces décors mosaïqués à fond d'or, et puis des moukarnas, c'est-à-dire une couverture non pas de voûte au-dessus de la chapelle, mais de ces sortes de stalactites complètement orientaux. On est dans une fusion de ces influences à la fois byzantines, normandes et puis arabes finalement. Et c'est très très étonnant. Vous avez également au-dessus de Palerme la grande chapelle, la grande église, la grande cathédrale en réalité de Montréal. Montréal et le Mont-Royal, une grande cathédrale normande très haute sous plafond avec là encore des milliers de mètres carrés de mosaïques qui représentent tous les cycles finalement de l'Ancien et du Nouveau Testament. On en a plein les yeux. C'est merveilleux. On peut parler de Cefalù aussi. Cefalù qui est justement cette église qui avait été voulue par le premier roi de Sicile, Roger II. Roger II qui, lors d'une tempête, avait fait le vœu de construire une immense cathédrale. Elle est à Cefalù. C'est un endroit superbe. C'est très différent cet art roman, normand, donc du XIIe, XIIIe siècle, de celui que nous connaissons, nous, en France, à la même période. C'est beaucoup plus élancé, c'est beaucoup plus décoré, c'est très oriental. On est au cœur de cette Méditerranée. Et combien de siècles nous allons parcourir alors pendant ce voyage ? Eh bien, on parcourt de nombreux siècles, puisque après le troisième âge d'or, on peut en parler très très rapidement. Eh bien, c'est l'âge d'or baroque, grâce ou à cause d'un immense séisme qui avait secoué toute la Sicile et mis par terre véritablement tout le quart sud-est, sud-oriental, autour de Syracuse. Noto, Ragusa, ce sont des villes, surtout Noto et Ragusa. Ragusa Ibla, c'est pas la Raguse à côté de Dubrovnik. Mais et donc il y a cet immense séisme à la fin du XVIIIe siècle à la fin du XVIIe, pardonnez-moi, qui va vraiment, tel un château de cartes, raser toute cette partie de la Sicile orientale, sud-orientale, et on va reconstruire des villes. On va reconstruire des villes telles des décors de théâtre, c'est absolument remarquable, notamment à Noto. On va choisir un autre emplacement, on va construire une ville ex nihilo à partir de rien, et on va vraiment concevoir une ville qui bénéficie de l'éclairage du soleil. On joue avec les formes, les pleins, les vides. On s'amuse, en fait. La vie continue. Et c'est vrai qu'en Sicile, vous avez cette spontanéité. Encore aujourd'hui, les gens sont très spontanés. Une joie de vivre extraordinaire. Vous savez qu'il y a une expression qui est magnifique. Quand on appelle les enfants en Sicile, au lieu de dire mon chéri ou mon petit lapin, on dit gioia, ma joie. On l'appelle Gioia, ma joie, c'est ça la Sicile. Eh bien écoutez, si les gens veulent connaître la joie, ils peuvent partir aussi en Sicile avec donc l'agence Odeia et avec vous Sophie Mageran. Donc on rappelle que tout est disponible sur le site odeia.fr. Oui, ce sont les dernières places du 16 au 24 mai 2023. Il faut y aller. Merci Sophie Mageran. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.